Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 23 août 2026. On complète aujourd'hui la trilogie sur l'islam. On fait souvent des trilogies à Radio-Québec, vous le savez. On a fait la trilogie sur l'Iran. Il y en a eu un petit peu plus que 3. On a fait la trilogie sur la tentative d'assassinat. Il y a souvent des trilogies comme ça, on martèle un thème. Il y a eu une trilogie aussi sur Epstein en 2019, quand il s'est fait arrêter, etc., etc. Donc, on complète ça aujourd'hui et on va terminer ça sur une note d'espoir parce que je suis bien conscient que les derniers web-journaux pouvaient être préoccupants, mais il faut prendre la mesure de ce qui se passe et... Mais aujourd'hui, on va voir que tout n'est pas noir. Et donc, c'est pour ça que je parle... en fait, encore une fois, je répète que ces web-journaux, la séquence des 3 web-journaux s'inscrit dans ce qui semble être une guerre de 5e génération lancée par l'administration Trump contre une certaine version de l'islam. Soyons polis comme ça. Et... mais Trump ne peut pas le dire ouvertement, n'est-ce pas? C'est encore une fois, c'est toujours les deux niveaux de langage. C'est-à-dire qu'étant donné que Trump veut faire des ententes, par exemple, avec l'Arabie Saoudite et bien ami avec Mohamed Ben Salman et il essaie de régler les problèmes de la région, tu peux pas, vomir sur l'islam, là. Tu peux pas, tu peux parler de que tu es préoccupé, mais ce que tu peux faire, cependant, c'est laisser, comme avec Israël, laisser les personnes en dessous de toi faire le travail. C'est toujours ce que j'ai expliqué avec Trump, c'est-à-dire Trump a un visage, un visage diplomatique, présidentiel, rassembleur, etc., et laisse faire le travail par les personnes en dessous. On l'a expliqué avec les 4 chevaliers de l'Apocalypse, Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie et c'est qui l'autre, là? Il les laisse faire le travail, comme sortir les informations sur Israël, alors que Trump, lui, veut signer la paix. Et c'est la même chose avec cette guerre de 5e génération qui est lancée contre l'islam. On voit ce qui s'est passé à Dearborn cette semaine. Et aussi, il y a des arrestations. Il y a eu une tentative d'attentat à New York, inspirée par l'État islamique, là. Est-ce que je l'ai mis ici? Je pense que oui, c'est ça. Wanted to announce the arrest of Jessica Bowie, age 35, of Albany, New York. She's charged with 1 count of 18 U.S.C. 2339B, attempting to provide material support or resources. Donc, une fille s'est fait arrêter en relation avec une tentative d'attentat contre la législature de l'État de New York à Albany, je pense que c'est ça. Mais encore une fois, ça se pourrait que ça aussi, ce soit genre un attentat sous faux drapeau dans le cadre d'une guerre de 5e génération. Hein? Parce que, encore une fois, c'est vision synoptique, timing et cui bono. Donc, c'est ça qui se passe. Ça arrive en même temps que tous ces motards qui sont arrivés à Dearborn, Michigan, les manifestations à Dearborn, Michigan, la prise d'assaut du conseil municipal de Dearborn, Michigan. Donc, tout ça arrive en même temps. Les dénonciations politiques. Et donc, ça s'inscrit là-dedans. On va réfléchir à ça. Mais en premier, là, ça fait comme 3 fois que je souligne les incohérences dans l'islam et mon non-consentement au fait d'être remplacé par des musulmans au Canada. Et là, j'ai eu des commentaires, là, surtout sur YouTube, parce qu'on les bloque pas, on est nouveau là, et puis là, c'était Alexis est devenu un sayanim, là, je me suis converti au judaïsme, là, et puis, vous voyez ça ici, là, les haters pourront faire une photo de ça, et puis, comme avec mon petit bracelet rouge bouddhiste, là, puis faire partir avec... Je me suis dit, oui, c'est ça, je travaille pour le Mossad. Comme s'il n'y avait pas, 1400 ans de tradition de résistance européenne à l'islam et que de Charles Martel au roi Sobieski de Pologne à Vienne, c'était tous des agents du Mossad. Comme si on n'avait pas le droit de résister et de s'opposer. Puis dès qu'on disait quelque chose contre l'islam, tout d'un coup, on se transformait en sayanim, etc.
Alors, juste à ma défense, encore une fois, on va rappeler que dans tous nos web journaux, la question de la politique étrangère de Trump au Moyen-Orient est probablement, c'est le thème que j'ai le plus approfondi. J'ai dû faire au moins, au total, une vingtaine de web-journaux sur la politique de Trump au Moyen-Orient, aller en profondeur. Et j'ai toujours été respectueux avec les leaders arabes, que ce soit Nasrallah. Je veux dire, comment est-ce qu'un agent du Mossad peut avoir des bons mots pour Nasrallah? Vous irez réécouter son truc. J'ai dit qu'il était courageux, que c'était pas un terroriste, comme on dit. Avec Assad, j'ai dit la même chose. J'ai été extrêmement élogieux. Je l'ai toujours défendu. Il n'a pas lancé l'attaque au gaz, blablabla. J'ai dit que c'était un acte de sacrifice d'avoir quitté le pouvoir pour stabiliser la région, etc. Avec l'Iran aussi, j'ai dit que les Iraniens étaient très intelligents, que c'était... J'ai jamais eu des mots durs. Même chose avec Ben Salman. J'ai parlé du réformateur Ben Salman, et puis mais là, si je dis quelque chose contre, si je m'insurge contre les propos de certains imams dans les mosquées en Occident qui parlent littéralement de conquête, qui nous disent qu'on est déjà remplacé, que c'est déjà... je pourrais vous montrer des vidéos où est-ce qu'ils disent c'est une terre d'islam, il faut juste qu'on prenne le contrôle des institutions, blablabla. Et donc, comment est-ce que ça cadre avec Alexis, un agent du Mossad? Un agent du Mossad aussi, où est-ce que justement j'ai parlé dans le divorce et la colombe de Tel Aviv. Ça, c'est juste, il y en a eu plusieurs, là. J'ai littéralement expliqué la stratégie de 5e génération de Donald Trump, ce que j'ai expliqué là, il y a comme quelques minutes, c'est-à-dire le fait d'utiliser... une stratégie de fausse chicane avec Tucker Carlson, Massey, etc., pour diminuer l'influence d'Israël aux États-Unis. J'ai tout expliqué ça. Comment est-ce qu'un agent du Mossad pourrait mettre ça en évidence? C'est juste comme amplifier ça. Ça, c'est sans compter... c'est récemment, c'est il y a quelques mois. Est-ce que vous écoutez les web-journaux? Est-ce que j'ai montré la vidéo de Mike Flynn qui montrait les dancing Israelis, le meurtre de Charlie Kirk, tout qui faisait pression sur Israël en montrant les coups fourrés d'Israël de Eyes Wide Shut jusqu'au 11 septembre, etc. J'ai amplifié aussi, comme on dit, comme les gens de gauche disent, là, toutes les théories de Thomas Massie sur le USS... Parce que j'ai reçu des courriels de personnes qui disent « Tu ne parles jamais de ça. Bro, écoutes-tu les web-journaux? » J'ai parlé littéralement de la fin de l'influence israélienne sur la politique américaine, la guerre de 5e génération de l'administration Trump pour y parvenir. Puis là, maintenant, dans ce web-journal-ci, dans les 3 derniers web-journaux, je fais la même chose avec l'islam. T'apognes-tu, là? OK? Fait qu'il y en a qui sont qui sont pas rapides. Ça leur prend... ou bien qu'ils n'ont pas écouté. Mais donc, donc c'est comme, il y a 2 versets à ça, c'est-à-dire en ce qui concerne, tous les leaders arabes d'Ar al-Islam, faites ce que vous voulez, et puis, oui, il y a des gens très courageux là-bas, etc. Mais en Occident, comme je l'ai dit à la fin du web-journal, il n'y a pas vocation à avoir une conquête, et on va résister de différentes façons. La façon principale de résister, c'est de ce que l'administration Trump est en train de faire présentement. C'est une guerre de génération, comme ils l'ont fait avec Israël. Mais là, maintenant, ils le font avec l'islam pour... ils l'utilisent comme repoussoir dans la campagne électorale. Et je vais expliquer, dans une guerre de génération, c'est quoi aussi? Dans une guerre pour se défaire de l'influence de l'islam aux États-Unis. Par exemple, c'est politiciennes qui portent le hijab et puis qui ont la main sur le cœur avec l'islam, etc. Bro, est-ce que tu sais qu'est-ce qui est écrit dans le Coran? Sais-tu qu'est-ce qui est écrit dans le Coran? Fait que dans une guerre de 5e génération, on n'a pas besoin d'attaquer, je l'ai déjà expliqué, on n'a pas besoin d'attaquer l'adversaire, on a juste besoin de montrer les incohérences de leur truc. Okay? Il s'agit, dans une guerre de génération, il s'agit de déplacer la fenêtre d'Overton sur l'islam. La gauche est islamophile et traite d'islamophobes tous ceux qui ont des réticences. Il s'agit de bouger la fenêtre d'Overton. C'est ce qu'on essaie de faire dans ces web-journaux aussi, de bouger la fenêtre d'Overton. Et ça n'implique pas de violence physique, zéro. Okay? Vous savez, c'est quoi la position de Radio-Québec sur la violence? On l'explique depuis 2020, depuis les manifestations. Il y a des gens qui voulaient des actions d'éclat. On a dit non à l'ère de l'information. Rappelez-vous cette phrase de Radio-Québec, on va mettre un trademark là-dessus. À l'ère de l'information, tout acte de violence renforce l'État parce qu'on perd le haut du pavé moral.
Ça, c'était avec l'État en 2020 sur la COVID. Mais là, ici, c'est avec l'islam. C'est-à-dire que si il y a des actes de violence, s'il y a des gens qui vont comme incendier des mosquées, on perd le haut du pavé moral, puis ils peuvent se présenter comme des victimes, etc., etc. On ne veut pas qu'ils puissent se présenter comme des victimes. On veut juste montrer ce qu'il y a dans leur livre et montrer que c'est incompatible avec l'Occident. Il y a de plus en plus de personnes qui discutent de cette idée que l'islam est fondamentalement incompatible avec la civilisation occidentale parce qu'il n'y a pas de distinction entre le séculier et le religieux en islam. C'est la vidéo de Jean-Marie Le Pen que je vous ai montré la dernière fois. Il n'y a pas de distinction entre le... C'est un code de loi. Et donc, si tu n'appliques pas le code de loi de l'islam, tu ne pratiques pas l'islam. Et donc, soit tu es dans les pays occidentaux et tu ne pratiques pas l'islam parce que tu ne pratiques pas la charia, ou soit tu imposes la charia puis tu ne crois pas à la démocratie. C'est un ou l'autre. C'est comme les communistes. Ils ne croient pas à la démocratie. Et donc, c'est très difficile d'inclure les communistes. Normalement, les communistes ne devraient pas avoir le droit de se présenter aux élections parce qu'ils ne croient pas à la démocratie. Le communisme, c'est pas un truc de liberté, c'est pas basé sur la liberté, la propriété privée, le droit de parole, etc. C'est pas ça le communisme. Et c'est la même logique avec l'islam. L'islam est incompatible avec une société séculière et est une menace à la Constitution. C'est pas moi qui le dis, ce sont les musulmans eux-mêmes. Et je salue ceux qui ont le courage d'être honnêtes, qui sont pas dans une espèce de visage de taquilla et puis dont on va infiltrer en attendant et puis éventuellement... Parce que des vidéos comme ça, là, des vidéos où est-ce qu'ils disent, là, on va infiltrer, on va prendre le contrôle des institutions. Il y en a des dizaines, voire des centaines. Je pourrais faire des web, mais ça serait du hate farming, comme on dit, là, et je veux pas faire ça. Je veux qu'on reste sur la raison. Et je vous montre donc les gens qui disent que c'est incompatible avec une société séculière. Pas être musulman et laïc, c'est se mentir à soi-même et mentir à Dieu. Et mentir aux autres musulmans. C'est musulman et laïc, ça veut dire quoi? Je prends ce que je veux et je garde et je rejette ce que je veux pas. C'est pas... Même la logique, enfin pour moi, je sais pas, après peut-être ma logique elle est pas comme la tienne, mais même moi, pour ma logique, c'est pas logique, quoi. La laïcité est incompatible. L'idée même d'un truc séculier, c'est incompatible. L'islam est un projet politique. C'est un projet politique. On pourrait dire avant tout. Il y en a beaucoup comme ça, des gens qui disent que c'est comme... je l'ai pas mis le deuxième, séculier, merde. J'en avais un deuxième où est-ce que le gars disait exactement la même chose. Est-ce que ça me fatigue, ça, de devoir chercher pendant que je suis en onde? Il était très convaincant, lui aussi. Too bad. Je le retrouverai, je le remettrai sur Telegram. Et puis, c'est un autre religieux qui disait, genre, on ne veut pas un État séculier, on veut appliquer la charia, et donc, c'est toujours en attendant. OK, donc ça, c'est une menace à la Constitution, comme le communisme a été une menace à la Constitution. Menace à la Constitution, c'est pas les anti-vax. Menace à la Constitution, c'est pas ceux qui ont des doutes sur les élucubrations du climat. Non, ça, c'est des débats démocratiques. Rappelez-vous le truc d'ingérence intérieure. Ça, c'est des débats démocratiques, okay, à l'intérieur d'une société. Puis après ça, il y a des gens qui veulent remettre en cause les fondements de la société, c'est-à-dire la séparation entre l'Église et l'État, la Constitution, etc., etc. Puis il y en a deux qui veulent remettre en cause les fondements de c'est le communisme et l'islamisme. Okay? Et donc, l'objectif ici de cette guerre à terme, l'objectif de cette guerre de cinquième génération, si on comprend ce que veut dire le National Security Strategy, c'est que comme on l'expliquait, c'est-à-dire les musulmans retournent, ceux qui veulent pratiquer un islam rigoureux, là, rigoriste, retournent en Dar à l'islam, puis en Occident, on va avoir un truc culturel là, sans trop dedans. C'est-à-dire que les États-Unis ferment leur base de la région. Ça fait longtemps que je le dis. Donc, les États-Unis se retirent du Moyen-Orient. Les États-Unis se retirent de Dar à l'islam et on ferme aussi des mosquées ici. C'est-à-dire que les pays du Golfe qui ont infiltré l'Occident avec leurs imams, etc., cessent leur financement des mosquées, retirent leurs imams, etc., parce que les mosquées, ce ne sont pas juste des églises, comme le disait Katie Hopkins dans le dernier web journal, ce sont des centres d'organisation militaire. Donc, c'est un espèce d'échange, comme avec la Russie, comme avec la zone d'influence sphère occidentale. On laisse le Venezuela aux États-Unis, alors que les États-Unis laissent l'Afghanistan à la Chine, etc., etc.
Donc, chaque région du monde ramène ses billes et c'est comme ça qu'on va avoir une paix. Ça ne veut pas dire qu'il y aura jamais de conflit. C'est pas ça, une paix. Quand je dis paix, là... je parle d'un système mondial stable qui n'est pas genre déstabilisé puis qui tend vers la Troisième Guerre mondiale. Là. On a l'impression depuis un siècle, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on est toujours sur le bord de la Troisième Guerre mondiale, que ça va sauter, que c'est comme... parce que le système lui-même était instable. Okay? Il y avait la guerre froide, après ça, il y a eu le 11 septembre, etc. Puis c'est comme... Et donc, la Corée du Nord et tout, et les mondialistes ont tout fait pour encourager des déstabilisations en armant l'Iran, en fermant les yeux sur le nucléaire iranien, en donnant du nucléaire à la Corée du Nord, Bill Clinton, etc. Ils créent des zones de déstabilisation pour pouvoir provoquer un événement catastrophiste. Et donc, là, ce qu'on va avoir, c'est tout le monde ramène ses billes, y compris les pays du Golfe qui vont ramener leur financement, ramener leurs imams, etc. Et c'est pour ça que je dis que l'islam est ces imams qui font le pas, qui pavanent là, en disant, genre, nous allons vous conquérir, etc., sont en territoire extrêmement glissant. Et ce que je vais expliquer dans ce webjournal-ci, cependant, je ne voudrais pas donner un faux sentiment de sécurité aux gens, là, mais c'est que la conquête de l'Occident avance sur une glace très, 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 très mince, comme on dit au Québec. C'est comme tu avances sur un lac au mois d'avril. C'est très, très mince. La glace est mince et tu peux te retrouver en dessous rapidement. OK? Donc, parce qu'il y a 3 talons d'Achille dans la conquête musulmane de l'Occident. Talons d'Achille. En plus du fait que, c'est ça, la question qu'à n'importe quel moment, les agences de renseignement... La clé de voûte, c'est les agences de renseignement en Occident. À partir du moment où il va y avoir un feu vert, et les États-Unis travaillent là-dessus, les négociations avec le Canada, il y a des éléments de sécurité qui sont inclus, je vous le garantis. À partir du moment où est-ce que la DGSI, le MI5, la GRC, mais c'est pas la GRC, c'est la SCRS, etc., au Canada, vont s'aligner sur la politique de réduction de l'islam de l'administration Trump, ça va être facile de renvoyer les imams, ça va être facile de déclarer tout ce qui se passe, parce que les agences de renseignement savent tout ce qui se dit dans les mosquées, et à partir du moment où est-ce que tu dis quelque chose, tu vas pouvoir te faire arrêter, etc., etc. Donc, il y a 3 talons d'Achille. Il y a le Coran lui-même, dans une guerre d'information. Si on montre ce qu'il y a dans le Coran à nos amis, il n'y aura pas d'hostie de tarte qui va se mettre un hijab comme ça, parce que ça va être scandaleux de s'associer, okay, juste en montrant c'est quoi les positions qu'ils défendent, c'est quoi leur religion. On ne s'est pas posé la question depuis... on a comme oublié de se poser la question sur l'islam. C'est quoi exactement que ça veut dire? Après ça, il y a une dépendance. Il y a une dépendance, par exemple, leurs conquêtes sont dépendantes de l'acceptation. Leur conquête, elle n'est pas... elle est dépendante de nos politiques d'immigration, elle est dépendante de la complicité des agences de renseignement, elle est dépendante d'un certain nombre de choses comme ça. Et c'est là que la guerre de 5e génération intervient. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas... ils sont sur une glace extrêmement mince en Occident. Si les Occidentaux décident de dire non, comme ce qu'on voit aux États-Unis, eh bien, ils sont fichus. Ils n'ont aucun recours, aucun moyen, etc. Tu veux appliquer la charia, t'embarques dans l'avion, puis tu décalisses. OK? Puis c'est ça qu'ils veulent, parce qu'il n'y a pas d'islam séculier, comme ils le disent, là, tu sais. Fait que c'est... OK? Et donc, puis finalement, il y a comme la question du retard technologique et culturel. C'est pas comme si les pays musulmans étaient comme forts en l'intelligence militaire, en intelligence artificielle militaire, en guerre guerre électronique, en guerre du climat, etc. Ils sont encore avec le Kalachnikov, là. Et puis sont dépendants, les pays musulmans sont dépendants de la technologie militaire occidentale. À partir du moment où est-ce qu'on serre la vis, c'est terminé. Il n'y a pas de conquête, là. Je ne sais pas si vous... Juste pour ceux qui... OK? Donc, allons-y avec... c'est ça ici. Donc, juste rapidement.
Ça, c'est les 3 talons d'Achille de l'islam. Donc, aux États-Unis, c'est ça. Il y a de plus en plus de personnes qui demandent à ce que l'islam soit comme littéral. Ça rentre dans le discours. On n'entend pas ça en France, hein? Mais aux États-Unis, on entend l'islam doit être interdit et les musulmans doivent être retournés. La représentante Nancy Mace dit « expulser massivement les musulmans d'Amérique, un interdit pur et simple de toute immigration islamique ». Ça, c'était cette semaine ou la semaine d'avant. Ça va loin, il y a beaucoup d'échos de ça. Il y a ces manifestations anti-musulmans à Dearborn. Même chose avec ici, comment il s'appelle, Steve Bannon et Jack Posobiec. Les grandes déportations sont le bouton réparer tout. J'aurais dû le laisser en anglais, c'est-à-dire on parle de déportation massive de personnes qui sont incompatibles. Ici, Alexander Duncan, un autre influenceur, l'islam doit être dépouillé de son statut religieux. L'islam n'est pas une religion, mais plutôt une idéologie politique totalitaire déterminée à conquérir le monde entier jusqu'à ce qu'il soit sous un seul État islamique, un califat régi par la charia. C'est effectivement l'objectif de l'islam et donc l'islam est incompatible avec l'Occident. L'islam, fondamentalement, est incompatible avec l'Occident. Il y a ce clip de Donald Trump de 2016 qui refait surface où il propose un bannissement ou un arrêt de l'immigration musulmane. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. What the hell is going on? Et donc, ça prend du temps. C'est une guerre de génération, de 5e génération. Ça se prend, c'est jamais très rapide. C'est une guerre de perception. Il faut faire bouger la fenêtre d'Overton. Et depuis 2016, ils font bouger la fenêtre d'Overton sur l'islam. Il y a aussi ici, par exemple, J.D. Vance, qui, lors de la campagne de 2024, disait que le premier pays musulman qui obtiendra la bombe nucléaire sera probablement, pas le Pakistan, mais l'Angleterre, un pays musulman. I was talking with a friend recently, weapon, and we were like, maybe it's Iran, maybe Pakistan already kind of counts, and then we sort of finally decided maybe it's actually the UK, since Labour just took over. Étant donné que le Parti travailliste vient de rentrer en Angleterre, c'est probablement l'Angleterre qui va devenir le premier pays musulman à obtenir la bombe nucléaire. Voilà. Ça nous amène à, comme cette idée d'incompatibilité de l'islam et de l'Occident, ça nous amène à ce que j'explique depuis 3 webjournaux, c'est-à-dire que, par exemple, l'Algérie a fait l'erreur d'accepter le Front islamique du salut dans les élections, un parti qui ne croit pas à la démocratie, un parti qui voulait à l'époque instaurer la charia. Comment tu peux inclure dans la démocratie des gens qui ne croient pas à la démocratie? Et ça nous ramène au propos de Margaret Thatcher, qui, lorsqu'elle a visité les États-Unis dans les années 80 au Congrès, disait « On ne peut pas inclure les communistes dans les élections, il faut être très dur avec les communistes parce qu'ils ne croient pas à la démocratie. » Ça s'applique maintenant à l'islam, puisqu'on est dans une alliance rouge-vert, comme je l'explique depuis plusieurs webjournaux. Margaret Thatcher. Oh, come on. Je l'ai encore... Ah, là, voilà. You can't leave democracy to the communists because they don't believe in it and they don't want it. Moreover, we should not assume that communism is safely dead and securely buried. Donc, on ne peut pas laisser les communistes se présenter aux élections puisqu'ils ne croient pas à la démocratie. Ça vaut... Dans l'Alliance rouge-vert, ce sont les mêmes... La même chose vaut pour l'islam et c'est ça. C'est ce qu'on a vu, c'est ça. Encore une fois, cette semaine, ça a été partout. Là, ces patriotes qui sont allés à Dearborn, j'avais des clips, mais encore une fois, j'ai tellement de clips, encore une fois, aujourd'hui, que je ne sais plus quoi en faire, qui sont allés se plaindre au conseil municipal en disant « Vous êtes en train d'appliquer la charia aux États-Unis, on n'est pas un pays de charia, c'est un pays qui est fondé sur les principes judéo-chrétiens. » Parce que, entre autres, il y a un an, ils ont nommé une rue à Dearborn, j'aurais dû avoir le clip, là, encore une fois, ils ont nommé une rue à Dearborn au nom d'un gars du Hezbollah, d'un martyr du Hezbollah ou d'un leader du Hezbollah. Et là, il y a un citoyen qui s'est présenté au conseil municipal en disant le Hezbollah a tué 113 ou 117 Marines américains au début des années 80 à Beyrouth.
Et là, vous nommez, dans une ville américaine, vous nommez une des rues sous le nom de ce groupe-là, le Hezbollah. Et puis là, le maire lui répond sèchement, « Vous n'avez pas votre place ici, vous êtes un islamophobe » et il lui coupe le micro, etc. Donc, si aux États-Unis, là, si tu as une position patriotique et tu critiques la nomination d'une rue au nom de quelqu'un qui a tué des Américains, t'es islamophobe. Et donc ça a fait boule de neige. Puis c'est comme si le pu, comment ça se gangrène depuis ce temps-là. Puis il y a ce vidéo d'un pasteur noir qui est allé dire que, c'est ça, genre, l'islam représente moins de 1% de la nation américaine. Qu'est-ce que vous faites ici? Ça aussi, ça a beaucoup circulé. Et Trump qui a parlé, justement, Al-Sayed, encore une fois, cette semaine, dans son discours, j'aurais dû l'avoir ça aussi, qui a expliqué que et la sœur de Al-Sayed et la mère de Al-Sayed ont travaillé. La sœur d'Al-Sayed a eu des propos extrêmement durs, notamment elle s'est réjouie, je pense, du 11 septembre et elle s'est réjouie du 7 octobre aussi, là, l'attaque sur Israël. Et donc, ça fonctionne comme... ça fonctionne à merveille, la stratégie. C'est-à-dire, tu mets Al-Sayed là, puis là, après ça, tu montres ce que sa mère dit. Sa mère qui a travaillé pour des organisations radicales, genre des trucs affiliés au Hamas et aux frères musulmans. Et donc, tu montres... tu le mets là, tu braques les projecteurs sur lui, puis tu dis, regarde, les démocrates sont rendus comme ça. Les démocrates, c'est... Mais ça, c'est l'ambiance là, cette semaine qu'on voit. Là. Donc, c'est ça, des patriotes qui vont au conseil municipal dire qu'ils ne veulent pas l'islam. Il y a même eu des Corans brûlés. Et tu voyais des Corans brûlés. Normalement, on ne devrait pas faire ça. C'est pas notre ligne à Radio-Québec, les Corans brûlés. Mais cependant, il faut dire que le christianisme en a pris... on n'est pas chrétien, nous, mais le christianisme en a pris pour son rhume avec des... Tu sais, le Christ, le Peace Christ, là, la photo du Christ baignant dans de l'urine. Puis ça a été exposé dans des musées. Et puis Charlie Hebdo aussi, genre, dès qu'on... Dès qu'il y a eu des critiques ou des caricatures du prophète, ils se sont fait tirer, etc., etc. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle des provocations. Si on faisait comme un truc comme ça, par exemple, on mettait une image du prophète dans de la pisse, etc., ça serait ou on brûlerait un Coran, ça serait de la pure provocation. Mais on n'a pas besoin de ça. On a juste besoin de montrer ce qu'il y a dans l'islam, ce qu'il y a dans le Coran, puis montrer que c'est incompatible avec la civilisation occidentale. Et en tant qu'aide, vu qu'on est là, on va vous solliciter vos appuis. Hein? Radio-Québec ne peut pas fonctionner sans l'appui de ses auditeurs et on est seulement aussi fort, on a les reins aussi forts que ce que vous nous permettez d'être. Ce micro-là vous appartient, c'est vous qui le financez. Et donc, si vous avez la possibilité de nous aider, n'hésitez pas. On donne les façons de le faire à la fin du Web Journal et s'il y a toujours dans les commentaires la façon de nous aider. Voilà. Surtout ça fait 2 Web Journaux que je dis, on prend des risques. Mais c'est ça, juste Charlie Hebdo, hein, ils se sont permis une critique et puis il y a eu le massacre. Et donc, je suis Charlie, éventuellement, c'est peut-être la voix de Radio-Québec. Il y aura peut-être, après ma mort, dans 2 ans, des T-shirts, là, je suis Radio-Québec, une marche à Montréal, là, je sais pas si on est aussi populaire que ça, mais... Mourir en martyr, c'est le rêve musulman. Et voilà. Donc, c'est ça. Aux États-Unis, c'est ce qui se passe. Donc, l'actualité de la semaine a été beaucoup marquée par cette guerre de 5e génération contre l'islam. Quand je dis, on a juste... Quand je dis la dépendance et le retard technologique, on va y aller tout de suite, question militaire. Les musulmans sont essentiellement dépendants des Occidentaux pour tout ce qui est recours à la force armée. Et donc, en ce sens-là, c'est pas vraiment une menace. Je sais pas, eux autres ont dans leur tête, c'est des espèces d'idées de bédouins du 7e siècle, de djihad. Hein? C'est comme dans la mystique islamique, c'est le djihad et on va conquérir le monde, etc. Mais bro, genre, tu vas aller seulement jusqu'où on va te permettre d'aller.
indépendamment de ce que dit Allah, là, OK? Parce que vous êtes gérés de A à Z par les agences de renseignement. Vos moudjahidines, djihadistes, etc., sont entraînés, financés, armés et organisés par les agences, les services secrets occidentaux. À partir du moment où est-ce qu'on retire notre appui, vous retombez au 7e siècle en termes de façon de faire la guerre. Toutes vos interventions ont été manipulées par l'Occident. Assad, Kadhafi, n'importe quoi, genre, même en Afghanistan, les Moudjahidines, Ben Laden, c'est un agent de la CIA. Vous êtes juste des agents de la CIA. Vous n'avez pas de force militaire autonome. Vous êtes, vous êtes des gars avec des lance-missiles puis des kalachnikovs au mieux. Vous n'avez pas d'avion. Aucun pays musulman qui a une technologie comme supérieure à la technologie qui est développée par les pays occidentaux, comme les avions de 5e génération, le Sukhoi 57, le F-35 et l'autre qui s'en vient, le F-50, je ne sais pas, vous n'avez aucune modification du climat, vous n'avez aucune capacité de cyberguerre, ou si vous avez des capacités de petite cyberguerre, là, ça ne durera pas longtemps contre genre une espèce de gigantesque intelligence militaire américaine, intelligence artificielle militaire américaine qui gère le Cyber Command. Vous allez aller seulement aussi loin que... Merci beaucoup, hein, il y a des gens qui font des dons. Merci à Trickland, merci à Super99. Il y en avait un autre. Merci à Saul Reitman. Merci beaucoup, les gars. Et donc, tu sais, par exemple, les modifications du climat, vous n'avez rien de ça. La Chine développe maintenant des robots. C'est-à-dire que maintenant, le guerrier, le moudjahidine est totalement superficiel. Là. C'est-à-dire, ça va être un truc ça va être une guerre automatisée. Hein. J'ai failli faire un web journal sur le futur des conflits armés avec ce qu'on voit, ce qui se passe en Ukraine. C'est-à-dire, c'est des drones, c'est une guerre entièrement robotisée où les usines sont enterrées sous terre, comme en Iran. Là, c'est-à-dire, les usines sont sous terre et puis ça fonctionne avec des drones et puis des robots, etc. Puis il n'y a pas de perte humaine là-dedans. Et donc, ça va être, le futur de la guerre est technologique et pas du tout humain. Et donc, des gars comme ça avec des kalachnikovs, c'est totalement inutile. Vous avez comme pratiquement pas de satellite. Puis même s'il y en a, ce que je veux dire, c'est que l'islam s'en va nulle part technologiquement en termes de technologie militaire. Vous êtes entièrement dépendant soit des services de renseignement occidentaux, soit de la technologie militaire occidentale. L'Arabie saoudite achète des avions américains. Les Américains ont juste à fermer la switch, puis les avions tombent. On sait comment ça fonctionne. Mais vous êtes utile pour les services de renseignement occidentaux. On vous recycle de conflit en conflit. Quand on veut renverser un dictateur, on utilise les moudjahidines qui aiment ça faire la guerre parce qu'ils sont dans un imaginaire bédouin du 7e siècle. Et donc, on vous envoie en Syrie. Après ça, on vous envoie les mêmes. On les envoie en Ukraine combattre la Russie. Vous voyez, j'avais montré des trucs. L'État islamique qui se bat en Ukraine avec les Ukrainiens. Ici, la CIA recrute des combattants de l'État islamique dans les prisons gérés par les blablabla. Ici, un commandant rebelle tchétchène combattait en Ukraine contre la Syrie après avoir quitté la Syrie, est un ancien combattant syrien. Donc, ils sont en Ukraine, ils combattent avec le Front al-Nusra, avec l'État islamique, etc., etc. Puis on les recycle littéralement. On les envoie... On les envoie un peu partout. Vous êtes... les moudjahidines sont un peu la bitch de l'Occident. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Puis à l'intérieur des sociétés occidentales, là, vous êtes en train de subir, vous prenez dans la gueule une guerre de 5e génération qui va mal tourner. Et l'objectif de ça, c'est finalement, ce qu'on explique ici, c'est que une réduction des mosquées radicales partout en Occident, la fin du financement des pays du Golfe pour les imams, etc. Vous savez, ils jouent pas mal au tough, là, ça joue au dur dans les mosquées jusqu'à temps que l'argent arrête. À partir du moment où l'argent arrête, tu peux continuer à faire des bébés, mais quand l'islam devient une menace à la Constitution, il y a des gens qui vont repartir, ils vont faire, comment ça s'appelle, Hijra, là, ça ne deviendra plus aussi convivial vivre en Occident, right? Et donc, ça, c'est pour les trucs. Maintenant... juste un petit mot, en fait, j'avais une planche sur les croisades. Les croisades, parce qu'on est dans une guerre de 5e... Une croisade, j'ai dit une croisade de 5e génération. Donc, il faut rappeler aux gens, les gens ne le savent pas.
Il faut rappeler aux gens que les croisades étaient des guerres défensives, hein? C'est-à-dire que l'ensemble du Levant, au début des croisades islamiques, là, au 7e siècle, l'ensemble du Levant était chrétien, c'est-à-dire que l'Égypte, c'était tout l'Empire romain et l'Empire d'Occident et d'Orient, là, c'était en violet, c'était chrétien. Hein? Après la conversion de Constantin au 4e siècle, du 4e au 6e siècle, c'était surtout dans les villes que la chrétienté prenait de l'ampleur et vers le 5e, 6e siècle, début du 7e siècle, c'est surtout dans les campagnes. Et l'ensemble de la région était chrétienne. Et ça a été des conversions par la parole. Ça n'a pas été des conversions par la force. La chrétienté s'est répandue par la parole, comme le bouddhisme. Le bouddhisme, hein, c'est passé de l'Afghanistan jusqu'au Japon. C'est un continent complet sans avoir versé une seule goutte de sang. Et là, donc, même chose pour les chrétiens, les chrétiens du premier millénaire. Et là, c'est ça, c'était, on prêchait dans les villes et les gens écoutaient et se convertissaient. Et puis là, finalement, est arrivée la religion de l'épée. Et là, ça a été coupage de tête sur coupage de tête, subjugation. Les gens qui ne voulaient pas se convertir devaient payer une taxe, etc., etc., la conquête. Et donc, il y a eu la conquête musulmane des terres chrétiennes. Et donc, si vous voulez, ultimement, genre, oui, c'est ça. Ultimement, puisque les chrétiens n'ont pas versé de sang au Levant pour la conversion, normalement, ces terres-là devraient revenir aux chrétiens. OK? Et donc, c'est ça. Ils ont finalement, la conquête fait en sorte que toutes les terres chrétiennes tombent une après l'autre. On harcèle les pèlerins qui veulent se rendre à Jérusalem et c'est là que les papes disent bien là, ça va nous prendre des gens pour défendre ceux qui veulent se rendre au Saint-Sépulcre à Jérusalem. Puis là, tu as les croisés. C'est des militaires qui défendent les gens qui vont à la croisade, qui vont, je veux dire, à la... sur la tombe du Christ, etc., etc. Et qui essayent de reprendre des villes aussi vers la 2e, 3e croisade. C'était ça, on essayait de reprendre des villes qui étaient tombées aux musulmans parce que c'était une terre chrétienne. Okay? Donc, ça a été... C'est les musulmans qui ont attaqué, puis les croisades sont des guerres défensives. Okay? Ça ne s'est pas arrêté au Levant, ils se sont rendus jusqu'en France, jusqu'à temps que Charles Martel les arrête à Poitiers et à Bourges. C'est ça? Ils ont pris jusqu'à la moitié de la France. Et donc, tu sais, c'est ça, c'est même chose à Vienne. Ils se sont rendus jusqu'à Vienne et le roi de Polonais les a arrêtés là. On a expliqué ça dans la dernière croisade, le web journal La Dernière Croisade. Donc, ça s'inscrit un petit peu dans la continuité de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la chrétienté a souvent été, plus souvent qu'autrement, sur la défensive. Face à l'islam. Puis là, on est dans une situation similaire. Il y a des centaines et des centaines et des centaines d'imams qui font des vidéos en disant « Nous allons vous convertir, cette terre nous appartient, on est rendu ici, nous allons prendre, c'est les frères musulmans, nous allons prendre le contrôle par l'immigration, le ventre de nos femmes, et en utilisant vos institutions et votre liberté contre vous. » À partir du moment où ils disent qu'ils vont utiliser nos institutions et notre liberté contre nous, ils ne devraient plus avoir le droit de se présenter aux élections. Vous comprenez, c'est ça. Et là, on attend que les agences de renseignement qui dorment, là, tu sais, t'as comme il n'y a pas de violence. Là. Tant qu'il n'y a pas de violence, là, ils dorment sur la switch, comme on dit au Québec. Là, genre, tu as le bouton d'alerte, puis là, tu as comme le gros Bob qui est comme, tu sais, qui ne fait pas son travail. Les agences de renseignement en Occident ne font pas leur travail. OK? Et on attend qu'il y ait une impulsion de ce côté-là. OK? En attendant, de notre côté... Merci, Lucky Luke. Wow, merci, Lucky Luke. De notre côté, donc, il y a comme... de notre côté, on doit, c'est ça, déplacer la fenêtre d'Overton pour permettre tout ça. Parce que tu peux pas arriver puis dire... les politiciens ne peuvent pas arriver et dire l'islam est incompatible avec l'Occident, donc nous allons fermer des mosquées, parce que c'est comme avec monsieur et madame tout le monde. Tu sais, c'est des hobbits, on est des hobbits, là, on est gentils, on aime bien manger et regarder la télévision, etc. Puis quand il y a quelque chose qui brasse un peu, ça... Et donc... Pour aider nos agences de renseignement et aider nos politiciens à prendre des mesures un peu plus fortes, il faut déplacer la fenêtre d'Overton.
Et c'est pour ça qu'on est dans une croisade de 5e génération, une croisade pacifique qui repose sur la gestion des perfections, la modification des perceptions du public. Et on n'a pas besoin de mentir ou d'inventer ou d'être provocateur, on a juste à montrer ce qu'il y a dans le Coran. Dans le Coran, on parle d'esclavage. C'est une religion qui fait le Coran lui-même. Là. Il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, Alexis, il y a beaucoup de choses qui se règlent si tu laisses faire les hadiths et si tu te concentres sur le Coran. » Mais non, non, oui, tu sauves pas mal de choses. Si tu laisses faire les hadiths, le truc, c'est qu'il y a comme pratiquement aucun musulman qui va accepter d'ignorer les hadiths. Là. Les hadiths, c'est comme les commentaires. C'est comme... toutes les religions ont ça. Là. C'est comme l'exégèse, les commentaires. Il y a les textes de base, puis après ça, il y a l'exégèse, les commentaires. Je pense que c'est ça. Là. Mais dans le Coran lui-même, il y a suffisamment de trucs où est-ce qu'on parle d'esclavage, de tuer les infidèles, et puis demander à une intelligence artificielle si vous voulez faire le travail, là, de vous fournir les versets les plus controversés en ce qui concerne les mécréants, là, nous. C'est ça, il faut les combattre, il faut les tuer, frapper-les à la gorge, etc., etc. Les hommes ont droit à des esclaves sexuels. Les femmes ont vocation à être battues. Dans le Coran, les femmes ont vocation à être battues si elles n'écoutent pas. Donc ici, le verset An-Nisa 4.34, là, donc les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Et puis là, il dit, quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Et frappez-les. Donc, c'est un commandement d'Allah, frappez-les. Là, est-ce que vous voulez que je vous montre des vidéos en chaîne où est-ce qu'on bat les femmes, où est-ce qu'on les flagelle, où est-ce qu'on les... Voilà ici, donc, les talibans qui permettent aux hommes de battre leurs femmes pour autant qu'ils ne cassent pas d'os ou qu'ils ne laissent pas de plaie ouverte. Tu peux la battre comme tu veux, pour autant que tu ne lui casses pas les os. T'as-tu compris? Et ça, c'est les sages de l'islam qui ont bien étudié tout ça, eux autres, c'est les cohérents, tu sais, c'est parce que c'est écrit, là, c'est ça les commandements, et donc, ça, c'est pas tout le monde qui écoute, par exemple, puis il y a des défigurations, puis ça va très loin des fois, les femmes en prennent une méchante raclée dans l'islam, je comprends pas comment ça prend vraiment de l'endoctrinement pour souscrire à ça, mais... et donc, il faut montrer ça aux gens. Aussi, dans les hadiths, on parle d'esclaves sexuels, dans le genre, nous avions l'habitude de vendre nos esclaves femmes et nos mères et les mères de nos enfants. Et le prophète ne trouvait pas qu'il y avait quoi que ce soit de répréhensible là-dedans. Sunan al-Majah, ça, c'est des hadiths. Le prophète, et c'est ça, c'est... encore une fois, d'autres sunnas qui disaient que le prophète faisait la tournée de toutes ses femmes, les 9 d'entre elles, en une seule soirée, c'est-à-dire... c'était quel homme, hein? C'était 9 femmes. Satisfaisait 9 femmes en une soirée. Le messager d'Allah used to have sexual intercourse with his wife within a single bath. Donc, il les prenait, les 9 d'entre elles. Là, ici, vous voyez, il y a beaucoup de ces vidéos-là où est-ce que, si vous cherchez un peu, vous trouvez beaucoup de ces vidéos-là où on justifie... Moi, je suis tombé dans le piège de... Il y en a qui ont essayé de me faire croire que non, Alexis, tu te trompes sur Aïcha, elle n'avait pas... Non. Tout le monde, là, moi, je cherche depuis, ils m'ont dit, genre, tu devrais être renseigné sur l'islam, c'est ça que j'ai fait depuis 2 semaines. Là. Tout le monde accepte que Aïcha avait 6 ans quand elle a été mariée, puis qu'il a consommé à 9 ans. Tout le monde dans l'islam accepte ça. C'est juste, là, c'est de la taquilla, ceux qui disent que c'est... elle avait peut-être plus, c'est normal. Ferme ta gueule. Okay, tous les musulmans, prenez n'importe quel musulman et essayez de lui faire condamner un mariage à 6 ans puis la consommation à 9 ans. Ça va être très difficile parce qu'ils savent que leur prophète l'a fait et qu'il est l'exemple à suivre. Hein. C'est d'ailleurs Allah qui le dit. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour du dernier. Donc, Allah dit lui-même, prenez exemple. Demandez-vous pas pourquoi il y a des mariages d'enfants partout dans l'islam.
de l'Afghanistan à l'Irak, au Yémen, à partout, là, et ailleurs, c'est très, 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 très jeune. Parce que il doit être... Le Coran, Allah dit il doit être pris comme exemple. Hein? Donc, vous avez en effet un modèle à suivre. Vous en avez d'autres, il dit, il est extrêmement saint. Donc, oui, tu es certes, lui dit Allah, d'une moralité éminente. D'une moralité éminente. C'est-à-dire quelqu'un qui a des esclaves, qui coupe des têtes, qui prend des esclaves femmes, qui couche avec une petite fille de 9 ans. Là, ici, dans cette vidéo-là, elle justifie justement par l'islam l'esclavage. Elle dit, elle dit, je l'ai ici, là, esclavage. Elle dit, avant que l'islam arrive, c'était le foutoir dans l'esclavage. Et le prophète est arrivé, il a mis de l'ordre dans l'esclavage. Je ne sais pas la vidéo. Puis aussi celui-là ici, c'est un imam canadien qui dit justement, qui parle de l'âge minimum. Il dit, il n'y a pas d'âge minimum en islam pour se marier. Il parle d'esclavage féminin ici. Female slaves as having a secondary status, even below this, and that their consent did not matter in this relationship. They were fully owned, and the master had the right to all of the women. In essence, generally in classical Islamic thought, it is taken for granted that a Muslim man can have up to 4 wives at once. In addition to the 4 wives, he can have an unlimited number of concubines. 4 femmes officielles plus un nombre illimité de concubines. Oui, c'est... Et puis, après ça, sur l'âge minimum... There is no minimum age prescribed for an allowable Islamic marriage. So a boy or girl could get married very early. For a boy, this may not prove to be much of a problem because he always has the option of divorce. The woman did not have the option of divorce. She could seek a dissolution of her marriage, but that's a long process and it requires taking her case. Merci, des gagnons. Et donc, il n'y a pas d'âge minimum au divorce. Ça nous amène encore une fois au mariage, au truc de Aïcha, que personne ne conteste. Là, je me suis fait avoir, hein, j'étais comme un innocent, je ne connaissais pas les trucs. Puis là, non, Alexis, Non, il n'y a personne qui conteste ça en islam. Okay? Là, je vous ai donné une représentation visuelle de ce qui est acceptable. Et là, j'ai pas besoin de mettre comme une provocation comme un Coran brûlé ou un Peace Christ, ou j'ai pas besoin de faire ça. J'ai juste besoin de montrer visuellement qu'est-ce qui est écrit dans leur truc. Et donc, vous avez ici, par exemple, j'ai demandé des photos d'hommes dans la cinquantaine, parce qu'il avait 54 ans quand il a couché avec Aïcha. Des photos d'hommes arabes dans la cinquantaine. Et puis là, après ça, j'ai demandé des photos de fillettes de 9 ans. Et donc, ce que vous avez, c'est juste pour qu'on comprenne bien. On est dans une guerre de 5e génération. Je veux juste montrer ce qui est généralement accepté comme normal dans l'islam et aussi, quand Allah dit, il est d'une moralité exemplaire. Comprenez-vous qu'il est dans une moralité exemplaire. Et donc, voilà. C'est comme... et là, c'est pas juste genre... c'est pas juste je vais te tenir par la main, là. C'est pas juste je vais te tenir par la main. C'est fucking doggy style, reverse cowboy, puis tout le kit, là. OK? Ça, c'est ce qui est défendu dans l'islam. C'est permis, puis il y a des pays qui le permettent encore, 9 ans. Et là, on nous dit, il y a des gens qui nous disent, j'ai tellement vu de vidéos, il y a des gens qui nous disent, ah oui, mais elle était, qu'est-ce que tu en sais? Là, il y a des débats, là, parce qu'il y a beaucoup de débats aux États-Unis. Il y a énormément de débats avec l'islam aux États-Unis. Si vous regardez sur YouTube, debate Aïcha ou debate Muslim contradiction, c'est les contradictions dans l'islam, etc. Il y a comme des gens qui se spécialisent là-dedans. C'est comme, il y a beaucoup de débats. Puis dans le monde francophone, il n'y a aucun débat. Il n'y a rien sur la discussion chrétien-islam ou réfutation. Il n'y a rien. C'est stupéfiant. Il y a des gens qui ont des propos, mais il n'y a pas de débat. Oh, la belle petite fille. Et là, j'ai demandé à Grok la profondeur vaginale d'un enfant de 9 ans. Parce que je vous ai dit, dans les webjournaux précédents, je vous ai dit, sa
physiquement, ça ne fonctionnait pas. Grock a refusé de me répondre. Il a dit non, je ne répondrai pas à cette question. C'est la première fois que La profondeur vaginale d'un enfant de 9 ans, c'est comme mon petit doigt, là. C'est 1,5 pouce, 2 pouces maximum. Je m'excuse d'être graphique, là. Envoyer les enfants au lit, là, les cœurs, mais il faut, parce qu'il faut le faire. C'est parce qu'il faut juste prendre conscience que c'est ça qui est défendu par des centaines de millions de personnes et qu'on ouvre nos frontières et que ces gens-là viennent ici et qui violent nos filles. OK? Et ça, c'est partout sur X, vous avez encore une fois des centaines de vidéos de ces hommes qui courent après des filles. Là, ici, ça, c'est en Allemagne, le gars, il dit « j'ai des besoins ». Il court à la fille, le film avec son cellulaire, elle recule, elle appelle à l'aide. Le gars, il dit « j'ai des besoins ». Puis il y a d'autres aux États-Unis ou en Angleterre, des patriotes qui arrêtent des gars qui essaient de coucher avec des petites filles de 14 ans. Il y en a des centaines de ces vidéos-là. Il y en a des centaines. Les nouvelles à toutes les semaines, si 2 immigrants illégaux ont violé une femme à la pointe du couteau dans un parc en Angleterre, ça c'est d'autres viols ici, c'est perpétuel, c'est comme... ça ici c'est un autre truc, ça c'est ce dont je vous parlais à Ottawa, les viols à Ottawa. On se demande d'où est-ce que ça vient, ça. Ottawa c'était une ville tranquille jusqu'à temps qu'il y ait comme plein de viols. Puis là on se demande d'où est-ce que ça vient, c'est comme... Oh! Tu sais, c'est comme Earlier, I caught up with Superintendent Heather Lachine to find out what's behind the recent surge. When you saw that number, what was your reaction? Were you surprised? Yes, I was surprised. It's a big number, so it's always shocking to see. Et c'est comme en Angleterre, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas nommer l'origine ethnique des gens parce qu'on accréditerait les thèses racistes ou whatever. Là, c'est comme, ça serait du... au minimum, arrêter de les faire venir. Puis là, pensez à ces femmes-là, comme je disais, là, quand, rappelez, je vous ai montré la vidéo des passantes là, à Ceuta, dans le web journal sur Ceuta. Ces femmes-là qui font passer les migrants des bateaux entiers de bonhommes comme ça. Elles se pensent bien pensantes. Il faut, avec la compassion féminine, de l'empathie. Les pauvres petits, ils ont rien. C'est des hommes en âge militaire qui ont des besoins. J'en ai plein des vidéos où est-ce qu'il dit... Il y en a un autre, là, c'est comme... il dit « I need it ». Puis là, il dit « I need to fuck ». Est-ce que je le mets? En tout cas, non, on ne le mettra pas. Ils sont directs comme ça. Le gars, il a le micro, puis il dit « I need to fuck ». C'est des noirs, là, puis ils sont... Et donc, parce que si une femme n'a pas ses cheveux couverts, elle est... disponible sexuellement. Tu comprends qu'elle est disponible sexuellement. Il y a des versets où est-ce qu'on dit que la femme doit se couvrir les cheveux. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Où est-ce qu'on dit d'égorger les mécréants, etc. etc. Il y a beaucoup il y a des Maghrébins qui voient bien que ce n'est pas une... C'est de l'endoctrinement pur et simple et ça n'a rien à voir avec la bonté de quelqu'un. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui couche avec des petites filles... juste pour finir avec Aïcha, tu as quelqu'un qui couche avec des petites filles, puis on met un vernis religieux par-dessus en disant que c'est bien. J'ai vu des débats où est-ce que le musulman répond à David Wilson en lui disant non, étant donné que c'est la consommation du mariage avec Aïcha a été déterminée comme étant halal, donc valable, bon, sain, il ne peut pas lui avoir fait mal. C'est comme le truc est complètement renversé. Étant donné que c'est halal, tu ne peux pas lui avoir... Le prophète ne lui a pas fait mal. C'est comme si tu disais, genre, étant donné que le vol de banque est légal, c'est comme rien de mal ne s'est passé. Tu arrives par la suite, puis en plus de ça, c'est toi qui fais la loi. Là, Dieu m'a dit que c'était correct. C'est juste toi qui as le input. Là. Il n'y a personne qui peut vérifier. Fait que là, toi, tu dis, genre, tu couches avec une fille, puis tu dis... C'est légal, c'est correct. C'est comme la... Damn! J'y ai pas pensé. Imaginez là, comme à quel point... Mais là c'est ça. C'est vraiment pas drôle, cette histoire-là. Puis là, j'ai demandé à Grock, j'ai dit, est-ce que ça peut causer des dommages physiques? Puis là, il dit, oui, les relations sexuelles avec une fille de 9 ans causent des dommages physiques. Une fille de 9 ans est prépubère. Son corps n'est pas développé pour des rapports pénétrants.
Là, il y a des femmes, même dans l'islam, qui disent « Qu'est-ce que tu sais qu'elle n'était pas prépubère, etc. » Qu'elle était prépubère, elle avait peut-être sa puberté à 9 ans. T'sais, bro, non, là, gentil. Comme il y a une chance sur 1 million. Puis c'est comme, même si elle avait une goutte de sang qui était tombée à 9 ans, physiquement, ça fonctionne pas, crise de tarte. Et là, donc, la médecine moderne est claire à ce sujet. Cela comporte des risques de déchirure, de blessures, d'infections, de dommages à long terme aux tissus en développement. Les dommages psychologiques sont également bien documentés. Ce n'est pas une question d'opinion ou de relativisme culturel. C'est de la biologie du développement et de la pédiatrie de base. Ça ne fonctionne pas, crise de vieux pervers. Là, je parle à lui ici. Là, ça ne fonctionne pas. Tu comprends-tu? Ça, tu peux juste la déchirer puis lui faire mal. Puis c'est pas halal parce que tu le dis. Ça peut pas être halal parce que tu le dis. OK? Là, c'est ça, comme je dis, il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte des incohérences à la chaîne dans l'islam. Je vais vous montrer quelques vidéos de, ici, Jack le Fou, que j'ai vu, que je vous ai présenté dans le dernier webjournal. Je vous ai montré un clip de lui, puis je suis retombé sur ses vidéos en faisant des recherches sur YouTube, et il est excellent dans son analyse, hein, et il est toujours posé, il n'est pas comme moi. Moi, je m'excite des fois, là, surtout que il y a l'immigration, généralement, je suis comme crinqué, mais il est très posé, Jack le Fou, et il a tout lu. Il a lu le Coran, il a lu les hadiths, il est capable de tout réciter, puis il montre toutes les contradictions. Je vous montre 1 ou 2 vidéos de ce gars-là. Jack le Fou, il est passé à Stéphane Bureau, l'émission Contact de Stéphane Bureau, le journaliste Stéphane Bureau. Donc, est-ce que c'est celui-là ici? Tout le monde entend. C'est quoi la charia? C'est le mariage des petites filles. C'est l'esclavagisme. C'est la polygamie. C'est la violence conjugale légalisée. Et je peux continuer comme ça pendant longtemps. Et je peux sourcer, mais vraiment sourcer au détail. C'est-à-dire, je donne le verset, je donne son interprétation, je donne le hadith, je donne le consensus. 51-33, 51-34. Je donne tout. C'est ça que tu vas appliquer. Pédophilie. Oui, la pédocriminalité. Ça légalise la pédocriminalité. C'est le verset 65-4 qui légalise tout simplement le mariage des petites filles. Ça veut dire, d'après Allah, dans l'islam sunnite, n'importe quel musulman de 50 ans peut épouser une fillette de 6 ans. C'est pour ça que la difficulté principale dans l'islam, c'est que, étant donné que c'est le mot, la parole de Dieu, tu ne peux pas la changer. Fait qu'ils sont pris dans un mindset du 7e siècle, puis ils sont pas capables de bouger, là. C'est parce que c'est la parole de Dieu. On peut reprocher à telle civilisation, d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, les chrétiens en Europe, oui, ils mariaient jeunes aussi, on en a parlé la dernière fois, mais c'était pas la parole de Dieu. Jésus-Christ a jamais dit... je n'ai jamais dit de couper des têtes, de l'esclavage sexuel, etc. Il n'a jamais dit, mariez-vous très, très jeune, petite fillette, etc. Là, et donc, les coutumes, il y a un élément culturel là-dedans qui peut évoluer. Dans l'islam, ça ne peut pas évoluer parce que c'est le mindset du 7e siècle qui est gravé comme une parole divine. C'est la culture du 7e siècle en Arabie qui est présentés comme le mot de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont comme en retard sur tout. Ils sont complètement décalés et en retard sur tout. Puis qu'ils ne développeront jamais d'intelligence artificielle, à moins que Trump réussisse à sauver l'islam, dans son discours de Riyad, c'est-à-dire avec la paix dans la région, puis l'emphase sur le développement économique et la science, qui est comme un renouveau. Il pourrait y avoir un renouveau de l'islam si on laisse faire les mosquées partout, puis la conquête, puis on se concentre sur Dar al-Islam, dans une perspective de paix et de développement. Ça serait sauver l'islam, littéralement. Mais, donc, en tout cas, je dis ça, mais il n'y a pas seulement ça. Il dit, il parle, par exemple, de la bonne société. Est-ce que l'islam produit une bonne société? On juge un arbre à ses fruits. Oubliez tout ce qui est écrit dans le Coran, là. Oubliez ce qui est écrit dans la Bible, oubliez ce qui est écrit dans les textes bouddhistes, etc. Là, c'est sujet à interprétation, etc. Regardez les fruits. Est-ce qu'il y a une société, quand l'islam arrive dans une société, est-ce qu'une société est grandie par l'islam? Est-ce qu'il y a une augmentation
juger une société à ses fruits. Tout d'un coup, les mariages entre cousins sont permis, ce qui a une incidence sur le développement du quotient intellectuel à long terme, là. Les mariages entre cousins sont permis dans l'islam, ne sont pas permis dans le christianisme. Et donc, ça a une incidence là, sur 50 générations de mariages entre cousins, là, c'est-à-dire des mariages consanguins. Ça a il y a une incidence sur le quotient intellectuel. C'est encore une fois un débat de Andrew Wilson qui est excellent là-dessus. Mais, et c'est peut-être pour ça aussi que la plupart du temps, on est juste capable de nous pointer à un mathématicien du 11e siècle là, comme pour une invention qui est issue de cette région. Mais juger un arbre à ses fruits, oublier les textes, juger un arbre à ses fruits, puis c'est pas reluisant de ce côté-là. Je vous montre ce qu'il dit sur la bonne société, Jack Le Fou. T'as jamais été musulman, Jacques? J'ai jamais été musulman. Ok. Mais je connais beaucoup de personnes qui étaient musulmans et qui ont quitté l'islam. Pourquoi ils ont quitté l'islam, Jacques? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'on leur a menti. Mais Toutes les comment ils s'en religions, sont c'est rendus des compte? mensonges. Comment ils s'en sont rendus compte? Parce En que- se disant qu'une parce personne de que- 50 ans ne peut pas se marier avec une femme de 6 ans? Comme ça, ils s'en sont rendus compte? Non, parce qu'une parole parfaite, une parole divine, qui a la prétention d'être parfaite et qu'on peut appliquer pour avoir une belle vie, une bonne société, c'est ça une parole parfaite. Quand on l'applique, on a une bonne société. Je suis désolé, mais si on applique la parole d'Allah, on n'a pas une bonne société. On a une société qui permet la pédocriminalité. C'est pas une bonne société. Et je t'ai pris juste cet exemple-là. Il y a 1 milliard d'exemples que je peux prendre. En fait, je vais te Parce que dire un même une truc, là. même une société qui permet l'esclavage, c'est pas une bonne société. Une société qui permet la violence conjugale, c'est pas une bonne société. Etc., etc., etc. Puis c'est pas juste ça. Là, après ça, sur les contradictions dans le Coran. Le Coran est censé, étant donné que c'est la parole de Dieu, il est censé avoir aucune contradiction dans le Coran. Or, c'est truffé de contradictions, de versets qui s'annulent les uns les autres, de trucs. Par exemple, tu sais, le Coran dit comment est-ce que Jésus peut être le fils de Dieu puisque Dieu n'a pas de femme? Bro, genre, comme, ça a l'air que tu comprends pas le concept de la Trinité, là, le concept de fils de Dieu, même. C'est celui-là, le fils, comme il n'a pas de femme, etc. Il y en a d'autres sur la Trinité aussi. Clairement, ah non, ça me revient pas, là, mais clairement, Allah qui parle ne comprend pas les concepts qui sont évoqués. Il y a plein de contradictions comme ça dans l'islam et je vous montre un dernier vidéo de Jack Le Fou sur les contradictions dans l'islam. Et c'est censé être une parole finale sans contradiction. Dans l'islam, dans le Coran lui-même, Allah dit, comme preuve que son livre, donc le Coran, est divin, il dit, s'il pense que le Coran n'est pas divin, qu'il cherche des contradictions. C'est Allah qui le dit. Si le Coran n'est pas divin, cherchez des contradictions. Vous allez point en trouver. Bon, je paraphrase hein, le verset. Je le connais pas par cœur, mais en gros, c'est ça. S'il y a des contradictions, eh ben, dites-les. C'est la preuve que le Coran est divin. Il y a une science dans l'islam sunnite qui s'appelle l'abrogé-abrogeant. An-nasakh wal-mansukh. C'est une science qui explique pourquoi il y a des versets qui se contredisent. Ou justifier des versets qui se contredisent. On a d'un côté, vraiment, d'un côté, le Coran qui dit la preuve que ce livre est divin, il vient d'Allah, il vient de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. Et de l'autre, on a toute une science, vraiment toute une science qui va essayer de nous expliquer quel verset prendre quand il y a deux versets qui se contredisent. C'est l'ultime contradiction. C'est-à-dire, tu dis qu'il n'y a pas de contradiction, puis après ça, c'est plein de contradictions, une science des contradictions. Okay, et donc, vous avez ici d'autres personnes qui quittent l'islam parce qu'ils se rendent compte que ça ne tient pas la route au 21e siècle. Encore une fois, c'est un truc bédouin du 7e siècle, c'est des bédouineries, on pourrait dire, et ça ne tient pas la route au 20e siècle. Ici, Majid, quelqu'un le mentionnait dans les commentaires, Majid Oukacha, il a écrit plusieurs livres, dont celui-là ici. Sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran, c'est impossible parce que c'est la parole de Dieu. Et aussi, ex-musulman, guide de survie. Et oui, c'est guide de survie parce qu'il est interdit de quitter l'islam. Je pense que c'est la peine de mort. Si on quitte l'islam, c'est la peine de mort.
Mais il y a beaucoup de personnes qui, encore une fois, il y a beaucoup de vidéos de personnes qui quittent l'islam et on doit encourager ça et on doit les accueillir les bras ouverts. Ici, vous voyez, Adex Alia, je vous avais montré la vidéo d'elle dans le dernier Web Journal qui parlait justement d'endoctrinement dans l'islam. Tu sais, l'endoctrinement, c'est ça, là. C'est comme, ils ne voient pas les contradictions parce qu'ils sont endoctrinés. C'est bon pour la pression sanguine. Et là, ils organisent des événements pour les apostats. Tu vois, parce que tu peux te sentir seul quand tu quittes l'islam, etc. Et donc, vous la voyez ici. Donc, je suis une ex-musulmane et j'ai milité depuis 3 ans pour le droit de croire, de ne pas croire et de quitter une religion. Dans 57 États d'organisation de la coopération islamique, l'apostasie est punie, quitter l'islam et s'afficher publiquement. Nanana. Et donc, en plus d'être très belle, elle organisait un événement hier, je pense que c'était le 21 ou le 22, le 22 août, que j'ai relayé sur X, là, à Place de la République, je pense. Et donc, suivez-la, si vous êtes d'origine maghrébine, et puis suivez-la, je veux dire... soyez attentifs à ces initiatives de personnes qui quittent l'islam, etc. Et vous voyez ici, ils sont obligés de se cacher le visage. L'apostasie n'est pas un crime, c'est un droit. Hein? Imaginez ça, une religion qui dit que tu n'as pas la liberté de penser, tu es endoctriné, tu n'as pas la liberté de penser, si tu quittes, c'est la mort. OK? Donc, et elle a été repartagée par Lara Logan. Si vous connaissez Lara Logan, la journaliste de CBS. Donc, Islam is a political system, not a religion. De plus en plus de personnes aux États-Unis disent que l'islam est un système politique, c'est un système de droit, essentiellement, c'est du droit. C'est du droit avec un vernis religieux. Et donc, ça ne devrait pas être catégorisé nécessairement comme une religion, etc., etc. Ça, c'est son compte X ici. Donc, ici, Majid Oukacha, plusieurs vidéos sur YouTube. Elle aussi, donc, comment elle s'appelle? C'est Adelaxia. Adelaxia FR, et il y en a d'autres aussi, là, des blogueurs musulmans anglais avec un TikToker avec 100 000 followers qui a comparé la vie de Jésus et la vie de Mahomet. Et puis il a dit, il n'y a comme pas de comparaison. Et il a changé de... Donc, c'est ça, les apostats. On est rendu à 1h09. On va rapidement... avant d'aller à Carney, on va rapidement y aller sur ça ici. Un pacte de défense Turquie, Arabie Saoudite et Pakistan a été signé et Trump a salué l'accord. Donc, Trump salue l'accord de la Mecque, le qualifiant de mesure importante et audacieuse. Et donc, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, donc... pacte de défense. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'ordre établi au Moyen-Orient sous l'égide des États-Unis est révolu, nous dit le Council on Foreign Relations. L'accord de la Mecque le prouve. C'est, encore une fois, exactement ce que veulent les États-Unis. Ils veulent quitter la région. Et là, qu'est-ce que tu fais si tu veux quitter la région? Tu autonomises la région. Tu crées les accords d'Abraham où est-ce que tu stabilises les voisins, Israël et ses voisins. Tu détruis le Hamas, qui était le dernier caillou dans la bottine pour la paix, parce qu'ils ont refusé de déposer les armes, comme l'a demandé Mahmoud Abbas de l'autorité palestinienne, la Ligue des pays arabes. Tout le monde leur a demandé de déposer les armes. Ils n'ont pas voulu. Finalement, ça a pris une guerre, et là, ils ont dit qu'ils allaient désarmer. J'ai montré ça dans les web journaux. Donc, on s'en va vers la paix dans la région et donc une normalisation des relations avec Israël, mais aussi des pactes de défense. Et donc, plus besoin des États-Unis s'il y a des pactes de défense entre les pays. Puis le Pakistan, c'est un pays nucléaire. Et donc, encore une fois, c'est rigolo. Vous voyez ici, donc, Pakistan, excellente relation avec Mike Pence, qui ont choisi, pour les négociations avec l'Iran, ils ont choisi le Pakistan comme médiateur. Et je pense, rappelez-vous, est-ce que c'est le Pakistan qui avait nommé Trump pour le prix Nobel? Donc, excellente relation avec le Pakistan. C'est ça. Et là, ici, on se demande qu'est-ce qui va se passer avec le Grand Israël?
Le Pakistan est en pacte de défense avec l'Arabie saoudite et donc il n'y aura pas de grand Israël, malheureusement. Rappelez-vous toutes les élucubrations sur le grand Israël. Là. C'est comme Trump salue le pacte de défense entre l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan. Le Moyen-Orient se rassemble. Donc Trump applaudit ça, c'est probablement à son initiative, mais il ne peut pas, encore une fois, apparaître... parce que évidemment, c'est pas super pour Israël qui a un pacte de défense. Là. Mais encore une fois... rappelez-vous, les théoriciens de Trump est contrôlé par Netanyahou. Toute la bande de... Comment on pourrait les appeler, là? Pour être pas trop méchant. La bande de clowns qui disait que Trump était contrôlé, GPTV, tout le kit, là, Trump est contrôlé par Netanyahou, etc. Si Trump est contrôlé par Netanyahou avec l'affaire Epstein, eh bien, genre... Tout ce qui se passe, là, genre, c'est ce que j'ai expliqué dans la colombe de Tel Aviv, là, c'est à l'initiative de Tel Aviv. Donc, c'est Netanyahou qui veut ça. Trump a laissé faire cet accord et qui bloque le Grand Israël et tout. Et donc, voilà. Donc, c'est ça. Finalement, un dernier mot pour terminer, un mot sur... je pense que j'avais tellement de vidéos, là. Avant de passer à Carney, une vidéo sur l'islam, parce que j'ai demandé aux anges de la traduction de me faire ça. Ça fait longtemps qu'on nous avertit là, de cette invasion islamique de l'Occident. Oui, c'est très sérieux. Aujourd'hui, nous assistons à une invasion. Il n'y a pas de réfugiés. Non, c'est une invasion. Une islamisation massive de l'Europe qui a déjà commencé il y a au moins 50 ou 60 ans. Mais aujourd'hui, elle se fait à une échelle massive et c'est évident. Et donc, il s'agit d'un agenda politique mondial orchestré par les puissants de ce monde pour détruire l'Europe culturellement et religieusement. Je veux dire pour détruire à terme le christianisme en Europe avec l'aide de cette population musulmane massive. Je lisais récemment un article d'un sociologue qui avait fait un calcul. Peut-être que dans 30 ou 40 ans, si la situation continue comme aujourd'hui, la majorité de la population européenne sera musulmane. L'Europe sera musulmane si cela continue, parce que les Européens n'ont presque pas d'enfants, 1 ou 2, tandis que les musulmans en ont 5, 6, voire 10. Et donc il suffit de faire les calculs pour voir qu'ils deviendront majoritaires. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin d'une guerre de 5e génération pour arrêter ça. Puis il y a aussi des trucs qu'on doit faire en tant qu'il y a un regard critique qu'on doit avoir envers notre propre culture. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a arrêté d'avoir des enfants? Et Elon Musk a partagé un graphique sur X qui montrait que à partir du 2e siècle ou du 3e siècle, 100-200, là, les Romains ont commencé à avoir beaucoup moins d'enfants. Et là, ils ont été obligés de faire rentrer les barbares dans l'armée, même des cultures étrangères dans l'armée, des esclaves, etc. Et éventuellement, c'est ce qui a provoqué la chute de Rome. On voit clairement la courbe, la fin de la natalité romaine, et puis là, comme un siècle plus tard, la fin de la chute de Rome. Mais c'est ça, la société présentement, et c'est très difficile d'avoir des enfants dans la société présentement. Il y a comme les hommes et les femmes sont à couteau tiré. Les lois maritales sont très désavantageuses pour les hommes. Il y a tout le truc... ouais, c'est ça. En tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais on est écrasé financièrement, de sorte qu'on n'a pas envie d'avoir, on n'a pas les moyens d'avoir des enfants. Il y a une culture hédoniste et tout, et tout, et tout. Donc, l'islam nous présente un miroir, c'est-à-dire, eux ont une société où est-ce que les rapports hommes-femmes sont comme, oui, du 7e siècle, mais qui sont comme extrêmement stables. Et puis, finalement, est-ce que les valeurs qu'on a mis de l'avant sont viables? On pourrait s'en sortir par l'automatisation, l'intelligence artificielle, etc. Mais il faut aussi regarder qu'est-ce qui va mal dans notre société au niveau de la natalité des relations hommes-femmes, parce que c'est le noyau. C'est là que ça commence. Les relations...
tu focailles, comme on dit en québécois, dans les relations hommes-femmes, là, avec scalpel et tournevis, là, puis là, tu détruis la société. Et c'est ça qui s'est passé dans les années 60-70 avec la contre-culture et tout ça, la culture hédoniste qui s'est... et certaines formes du féminisme aussi. Il va falloir aborder ça, il va falloir regarder ça en face éventuellement. On fera peut-être un web journal là-dessus, qui sera encore une fois, ça sera un dark Alexis. Et on va terminer avec... mais c'est ça, donc il faut se questionner sur la... Si on veut que la civilisation occidentale continue, il faut regarder... Oui, on peut se plaindre de la natalité, mais il faut aussi regarder les causes. Pourquoi on a une natalité aussi basse? Et régler les causes en profondeur. Donc, les négociations on va terminer là-dessus. Les négociations entre le Canada et les États-Unis ont échoué. Et il n'y a pas eu d'entente. Et c'est tant mieux comme ça. Et on remercie Mark Carney d'avoir permis l'échec des négociations. Et on suggère à tout le monde qui veut une intégration croissante avec les États-Unis de financer le Parti libéral. Ouais, c'est peut-être sauter votre contribution au Web Journal de Radio-Québec ce mois-ci, puis d'y aller avec une contribution au Parti libéral, 25 $, ils sont quand même 100 $, 250 $ pour Mark Carney, pour qu'il continue à détruire le Canada. Encore une fois, si on adopte une vision synoptique, timing, et bono, etc., c'est comme je l'ai expliqué, les gens voulaient mon avis sur ce qui s'est passé. C'est extrêmement facile pour les Américains de faire dérailler les négociations. C'est peut-être les États-Unis qui ont fait dérailler les négociations. Parce que ce que les États-Unis veulent, c'est que le Canada soit acculé au pied du mur, économiquement. Et donc, s'il y avait eu une entente présentement, les problèmes auraient été réglés, etc. Or, j'ai expliqué que ce que les États-Unis veulent, c'est une entente en profondeur, une refonte complète de l'organisation nord de l'Amérique du Nord, y compris en ce qui concerne les frontières, la sécurité, etc., etc. Le Canada est une menace à la sécurité nationale des États-Unis dans sa forme actuelle, avec l'influence de la Chine et puis tout ça. Là, donc... étant donné que c'est la perspective de Trump, là, c'est... Carney devient le leader des insoumis face à Trump. Les gens pensent que c'est au sujet des produits laitiers. Là. Les Américains veulent la gestion de l'offre. Pensez-vous que Trump est devenu président des États-Unis avec une petite mentalité comme ça? Le gars, c'est un mégalomane. Okay? Il veut refaire complètement, il faut lire encore une fois, le National Security Strategy. C'est l'hémisphère occidental et le Canada, c'est la frontière avec les États-Unis. Il veut l'accès au Grand Nord, au pôle. Pensez pas aux produits laitiers, là. Pensez stratégie, pensez stratégique, là. Pensez global, pensez dôme d'or, le Golden Dome, Arctique, commerce au 21e siècle, le contournement, l'Europe va comme avoir de moins en moins de routes commerciales, puis on va passer plus par l'Arctique avec la Chine et la Russie. On a besoin du... Et tant que ça ne sera pas réglé, les négociations commerciales ne se régleront pas. Il va toujours avoir une petite excuse, là, genre... Et là, il se braque, là, il se braque. Nous sommes maîtres chez nous, mais c'est son travail de faire ça. C'est son travail de radicaliser. Et les gens applaudissent. Carney se tient debout. Et c'est ça, c'est que plus on se raidit face aux États-Unis, plus on perd, plus nos entreprises quittent, plus ça devient difficile économiquement. La petite fréchette, elle annonce des mesures d'aide aux entreprises, c'est-à-dire on s'endette pour compenser, pour maintenir le bateau à flot, on s'endette. Tu vois, c'est comme... plus ça avance, moins c'est tenable et plus le deal va être... l'entente va être complètement englobante et en profondeur. Tu veux pas une entente sur les produits laitiers. Tu veux que le Canada ait plus le choix que d'accepter l'ouverture des frontières et l'espace Schengen. OK? Et c'est exactement l'espace Schengen en Europe, là, c'est la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières à l'intérieur de l'Union européenne. C'est probablement ce qui va se passer entre le Canada et les États-Unis. La frontière va sauter. Ça va être des pays souverains. Je l'ai expliqué, ça. C'est ce que j'ai expliqué, l'espace Schengen. C'est probablement ce qui va se passer
entre le Canada et les États-Unis. Mais c'est ça, il faut penser en termes de géopolitique mondiale dans la relation Canada et les États-Unis. Et là, vous allez voir que tout ce qui se passe avec Carney prend son sens. Pourquoi les négociations échouent? C'est pas sur les étiquettes sur le beurre, là, c'est pas ça du tout. C'est un truc à long terme pour la stratégie, le développement des États-Unis au 21e siècle, au 22e siècle et peut-être même plus loin. Okay? Et si vous prenez ça comme la finalité de Trump en perspective, tout ce qui se passe devient cohérent. L'échec des négociations, parce que ce n'était pas des négociations commerciales. C'était des négociations sur la stratégie. Et là, il y a aussi Kevin O'Leary, qui était candidat à la course au leadership conservateur, qui est très près des Américains et de Donald Trump. Il va à Mar-a-Lago de façon assez régulière, qui explique... moi, c'est ce que je dis depuis un certain nombre de mois, mais ça, c'était il y a à peu près un mois ou deux, puis il dit exactement ça. Écoutez bien, parce que ce qu'il explique, c'est exactement ce qui va se passer au Canada, à mon sens. Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour les Canadiens. Vous devriez considérer votre passeport comme une sorte de certificat d'investissement pour l'avenir, parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui dispose d'autant de richesses que le Canada. Voilà ce qui va se passer au cours des 20 prochaines années. Je peux quasiment vous le garantir. Ce conflit, cette querelle avec notre plus grand voisin du Sud va finir par disparaître pour des raisons économiques. D'une manière ou d'une autre, nous allons rapprocher, voire intégrer nos deux économies, sans pour autant remettre en cause notre souveraineté. Les Canadiens resteront Canadiens, les Américains resteront Américains, et à terme, il pourrait y avoir un passeport de type européen que chacun pourrait obtenir. Nous allons réduire, régler, puis supprimer complètement les droits de douane sur toutes les marchandises qui traversent cette frontière, afin de créer une économie suffisamment puissante pour consacrer 5% de son PIB à sa défense face à la Chine. Parce que la Chine a un plan. Elle veut devenir la première puissance économique mondiale. Nous devons rester en tête avec notre conception de la... OK. Donc, pas de 51e État. Les pays vont rester souverains, mais il n'y aura pas de frontières et ça va être une économie complètement intégrée. OK? Donc, c'est essentiellement là, ce que j'explique depuis 1 an et demi à Radio-Québec, en espérant qu'il ait raison. Et donc, si on veut que ça se produise, on ne peut pas avoir de « Carney devient le leader des insoumis face à Trump ». Je me fais rire moi-même. C'est tellement petit comme façon de penser. Là, ils n'ont rien compris, la gang. Là, ils n'ont vraiment rien compris à ce qui se passe. Et ça n'a absolument rien à voir avec les négociations commerciales. Et c'est comme... il va peut-être avoir une petite entente ici et là, mais Trump va continuer la pression jusqu'à temps qu'on ait quelque chose comme ça, un espace Schengen sans frontières avec les États-Unis. OK? Donc, soutenez Mark Carney qui fait le travail de Trump. On l'a déjà expliqué. 25 $, 100 $, 250 $ pour le Parti libéral. On appuie vraiment les politiques de Mark Carney. J'espère que vous ne voterez pas conservateur aux prochaines élections. Si vous voulez une élection soft aux États-Unis, on vote libéral, la gang. Okay? Donc, il faut penser stratégique même au vote. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui, en espérant pas avoir été trop dark. On a un dernier clip. On a plusieurs clips qu'on ne vous a pas montrés. J'en ai tellement, là, mais on a un dernier clip. Rappelez-vous Michael Cohen, l'avocat de Donald Trump qui l'a trahi. Vous vous rappelez Michael Cohen? Rappelez, dans les commentaires, dites-moi que vous vous rappelez de Michael Cohen. On va juste terminer là-dessus. Trump est passé à son émission radio. L'avocat de Trump, Michael Cohen, qui l'a trahi dans l'affaire de Stormy Daniels et qu'as-tu à dire, Alexis? Michael Cohen a trahi Trump. Même Michael Cohen s'est retourné contre le président. Je ne sais pas, je pense que c'est même Idriss Aberkan qui a dit ça. Je veux pas le paraphraser. Là. Il y a c'est peut-être GPTV là, qui me disait que Michael... Il ne comprenait pas la théorie des fausses chicanes. Tout le monde se retourne contre Trump. Et là, Trump qui vient de passer à l'émission de radio de Michael Cohen, et Trump qui a dit dans l'émission de radio, il dit, tu te rappelles quand tu as tout inventé tes histoires, you all made it up. Puis là, les deux rigolent. C'est exactement comme ça que Trump procède avec tout le monde
J'en ai parlé de Michael Cohen. J'avais dit en 2018, j'ai cherché la vidéo, j'ai cherché dans 2-3 vidéos le moment où est-ce que je dis que l'arrestation de Michael Cohen s'est organisée avec Trump, c'est dans la logique des fausses chicanes, etc. Je ne l'ai pas retrouvé. Il y a tellement, j'ai dit tellement de choses. Et là, c'est ça. Finalement, c'est ça. C'était comme avec Elon Musk. Là, c'était une fausse chicane. Non. I want to go back to 2016 if we can, because you and I have obviously traveled a pretty rocky road together. Do you remember, sir, when I went on CNN with Brianna Keeler and she told me that you were underwater in the polls, and I responded with those famous 2 words, says who, which became some worldwide meme. A good advocate, and then they weaponized you like nobody's ever been weaponized, like few have been. Well, maybe just you and I, sir. And you, yeah, me too, but I don't consider mine, mine was at a level that nobody's ever seen before. But they weaponized you. They weaponized a lot of people. And I respect the fact that you recanted everything you said. And that's a big thing that you did. I respect the fact that you recanted everything you said. Tu as recanted, c'est-à-dire tu as réfuté tout ce que tu avais dit sur moi. C'est-à-dire tu as dit que ça s'était pas passé. Recanted, c'est quand tu... je n'ai pas le mot en français, là. Mais quand tu dis que c'était pas vrai. Et donc, regardez comment les deux, c'est la même chose avec Elon Musk, ça va être la même chose avec Tucker Carlson, etc. Éventuellement, ils vont patcher. C'est des fausses chicanes. Vous avez un 11e ou un 72e exemple de fausses chicanes. Ça fait littéralement 8 ans que Il est allé dans les tribunaux, il est allé à CNN attaquer Trump. Il était tout le monde. J'ai pas eu le temps de mettre les planches là où est-ce que c'était comme Cohen attaque Trump. Cohen montre que Trump a menti. Cohen dit que Trump est un fou. Se rétracter. Recant, c'est se rétracter. Merci beaucoup. C'est ça, il s'est rétracté. Trump il dit j'apprécie le fait que tu t'es rétracté sur tout. Là. Il est allé mentir. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Je pense que j'ai parlé de Cohen, genre brièvement, dans plusieurs webjournaux. Il allait donner des fausses informations. Il a témoigné devant le Congrès, il donnait des fausses informations. Il revenait le lendemain, il disait « Ah, je me suis trompé », ou puis finalement, il avait menti, puis sa crédibilité. Les démocrates pensaient qu'ils avaient un cas, they had a case contre Trump, ils avaient comme un procès possible contre Trump. Puis finalement, leur témoin principal, c'était Michael Cohen, puis on se rendait compte qu'il n'était pas fiable, qu'il mentait, qu'il racontait n'importe quoi. Il jouait avec eux comme ça, avec Michael Cohen. Michael Cohen, et la raison pour laquelle j'ai dit que Michael Cohen n'avait pas trompé Trump, parce que Michael Cohen avait déjà dit par le passé qu'il prendrait une balle pour Donald Trump. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, ça, quand tu dis « je prendrais une balle pour quelqu'un ». Okay? Je prendrais une balle pour lui. Ça veut dire que tu le connais de A à Z, puis que tu es prêt à mourir pour lui, tu es prêt à prendre une balle pour lui. OK? Et puis là, ce que vous avez vu, c'est faux chicane. OK? Donc, encore une fois, voilà. Donc, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On remercie ceux qui ont fait des contributions au Web Journal de Radio-Québec. On remercie en particulier Vanessa qui nous a fait ça aujourd'hui. On remercie Aline, Hello et Vanessa de Les Anges traductrices. Hello de Hello Traduction, Aline de Quantum Leap Traduction et Vanessa de Quadrillage Traduction. Ils nous font ça rapidement le dimanche. Hein. On envoie des clips à la dernière minute. Et puis, merci les filles, c'est les anges. Charlie's Angels, c'est les anges de Alexis Angels. Voilà. Donc, il y a différentes façons de nous aider. C'est ici, voilà. Donc... Alexis, par la poste, ici, il y a des gens qui le font. PayPal, les gens nous aident avec Interac. On donne aussi par carte. Venez nous appuyer sur Twitter. Mettez des likes sur nos tweets. Faites pas juste regarder, parce que si ça fait genre 2 semaines que vous n'avez pas interagi avec nos tweets, on n'apparaît plus dans votre algorithme. On n'apparaît plus dans votre... donc, il faut qu'il y ait une interaction avec nous sur X pour que vous apparaissiez pour qu'on apparaisse dans votre feed. C'est pas juste la cloche, là, s'il faut que... OK? Et donc, voilà. Donc, guerre de 5e génération, croisade de 5e génération. C'est pas la croisade, c'est pas les croisades du pape Léon, là, au 11e siècle.
C'est pas les croisades de Charles Martel. On n'est plus à cette époque-là. On n'est plus à l'époque là, des épées et tout ça. C'est une guerre de l'information. On est dans une croisade de 5e génération contre l'islam et on n'a pas à rien faire. On n'a rien à faire. On n'a qu'à montrer ce qu'il y a dans le Coran pour que les gens déplacer la fenêtre d'Overton et que les politiciens et que les agences de renseignement puissent avoir le champ libre pour bouger sur l'islam politique. OK? C'est ça l'objectif. C'est une guerre de 5e génération. Juste montrer, on n'a pas besoin de brûler des Corans, d'insulter qui que ce soit, on a juste à montrer ce que eux autres défendent. Voilà, donc on va se laisser là-dessus. Donc, c'est ça, n'hésitez pas à nous aider. C'est peut-être une des dernières fois que vous avez la possibilité d'aider Radio-Québec. Peut-être que ça sera genre, ça fait 3, là. On doit être sur une liste à quelque part. Il y a sûrement un imam qui nous aime pas la face, là. Et donc, il y a peut-être une fatwa contre... Je suis Charlie, je suis Radio-Québec, hein, comme Charlie Hebdo. On a choisi la voie du martyr. Et on se laisse là-dessus, donc c'est ça, 1h32. On se laisse là-dessus sur la chanson de Heavy Pulp, Sweetland. On a mis la version traduite par Jocelyne Polak. Il y a des trucs dans la traduction que je n'aurais pas traduit moi-même comme ça. Comme go on, c'est on part, mais c'est go on, c'est continuer. Tout le thème de la chanson, c'est est-ce qu'on veut continuer en tant que nation? Est-ce qu'on veut continuer en tant que nation? Et tout le vidéo est sur le thème quantique. C'est-à-dire, est-ce que la rivière est asséchée ou on peut se baigner dedans? Est-ce que le jardin est mort ou on peut récolter? Est-ce que Et puis le vidéo aussi, là, mais tout est sur le thème quantique de la binarité. C'est comme le chat de Schrödinger. C'est comme la guerre de Trump avec l'Iran. Elle est à la fois gagnée et perdue. C'est si vous écoutez les paroles en anglais, c'est le thème, tout est quantique dans cette chanson-là. Est-ce qu'on continue ou est-ce que les États-Unis continuent ou on est mort? Et puis... Voilà. Donc, allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Et n'hésitez pas à parler de l'islam. Renseignez-vous. Regardez, il y a plein de débats sur YouTube. Il y a, pour avoir des arguments, il faut faire changer la semaine d'Overton. Sinon, on est pogné comme ce que disait l'évêque, comment il s'appelle, Anastase Schneider. C'est-à-dire, on va être remplacé. Okay? Il faut bouger. All right. Salut la gang. Sweet land of the weary and the wild. Oh, where are you, my sweet The garden's either dying or about to
We go on, we go